Bonjour et bienvenue à ce 11e cours de la session, une partie de campagne de Pierre Petitclerc, théâtre et anglomanie. Donc d'abord, un petit préambule, le théâtre, c'est un peu le parent pauvre des études sur le 19e siècle. On a tendance à faire commencer le théâtre québécois avec Ticoque de Gratien-Gélina en 1948. Donc aujourd'hui, principalement dans cette première capsule, mon but c'est un peu de faire une brève histoire du théâtre de la Nouvelle-France jusqu'à 1900, donc pour montrer qu'il existe bien soit une pratique théâtrale, soit même un début de dramaturgie avant le milieu du 20e siècle. Donc, on va se rendre aujourd'hui jusqu'à 1900. On va refaire un peu le parcours qui nous a mené jusqu'à la Chasse-Galerie il y a 2 semaines, puisque la Chasse-Galerie est publiée en 1900, puis jusqu'à Néligan la semaine dernière. Donc, Néligan dont l'œuvre est aussi écrite et publiée au tournant du siècle. Mais cette fois, on va emprunter la voie du théâtre. Puis on va revenir un peu dans le temps pour les 2 autres capsules où on va aborder une partie de campagne de Petitclerc qui est écrite et jouée au milieu du 19e siècle, mais un peu paradoxalement, le thème de l'anglomanie qu'on va aborder dans la 2e capsule risque de nous sembler au contraire fort actuel. Et enfin, on va s'intéresser dans la 3e capsule, plus précisément au genre de la pièce, donc au ressort du comique et du vaudeville dans une partie de campagne. Il y aura, comme à l'habitude, 2 ateliers liés à cette séance. Un vous sera présenté à la fin de la 2e capsule et un autre à la fin de la 3e capsule. Donc, bonne écoute. Donc, d'abord, rapportons-nous en Nouvelle-France pour voir un peu quelle était la place du théâtre pendant cette époque du régime français. Donc, il existe en effet non pas une dramaturgie, non pas d'écriture de pièces de théâtre en Nouvelle-France, mais bien une pratique théâtrale qui est assez courante pendant cette période du régime français. Donc, le théâtre va s'exercer principalement pendant cette période dans les collèges, donc collèges dirigés par les pères jésuites, et dans les casernes, donc pour occuper et divertir les soldats. Donc cependant, il s'agit d'une pratique qui est contrôlée, qui est sous surveillance du clergé. Notamment, les pièces sont choisies avec soin, surtout après l'affaire Tartuffe, dont je vous ai parlé au 2e cours, et qui portait donc, dont je vous ai parlé au cours qui portait sur les écrits de la Nouvelle-France. Donc, je vous rappelle brièvement cette affaire qui témoigne bien de la place du théâtre en Nouvelle-France. Donc, c'est en 1694 que Frontenac, qui est alors gouverneur général de la Nouvelle-France, veut faire jouer Tartuffe par la troupe en garnison du général Mareuil, qui est là, qui est un peu désœuvré. Et donc, ils ont l'idée de créer une troupe de théâtre de caserne et de monter Tartuffe. Or, l'évêque de l'époque, Monseigneur de Saint-Vallier, va fortement s'y opposer et va faire paraître un mandement, donc une lettre qui déclare que ces spectacles, et là je cite, ces spectacles et comédies n'étaient pas, donc ne sont pas seulement dangereuses, mais absolument mauvaises et criminelles. Donc, finalement, donc avec un peu d'insistance de la part de Monseigneur de Saint-Vallier, Frontenac va accepter de cesser la production en moyennant une compensation financière, ce qui va néanmoins valoir 6 mois de prison à Mareuil, qui agissait comme metteur en scène. Donc, bien sûr, c'est le sujet de la pièce Tartuffe ici, qui est aussi censurée en France et interdite en France, donc qui se moque de l'Église. Donc, c'est le sujet de la pièce qui est objet de débat. Mais plus généralement, le théâtre et toutes ces formes de spectacle vont être condamnées. Donc, après cette affaire, les personnes qui vont organiser des représentations théâtrales vont s'assurer de la moralité des pièces jouées. C'est pas tellement un problème pour les collèges jésuites, puisque les pièces sont dirigées et montées par des prêtres, et donc les pièces vont d'emblée être choisies pour leur contenu édifiant. Il s'agit même souvent de pièces chrétiennes mettant en scène des grands moments de la vie du Christ, par exemple à Pâques ou à Noël.
C'est plus délicat pour le théâtre de caserne, hein, qui retenait surtout des pièces laïques, mais donc des pièces dont il choisissait parmi ces pièces laïques, hein, des pièces dont le contenu n'était pas de nature à choquer la vertu ou la morale, hein, pour être sûr de ne pas se mettre le clergé à dos. Autre contrainte, hein, pour les gens qui souhaitaient monter une pièce pendant l'époque de la Nouvelle-France, c'était l'absence de femmes. Hein. En fait, c'est pas tant qu'il y avait une interdiction, hein, de mettre en scène des femmes, hein, mais donc la nature même des troupes faisait en sorte, hein, que c'était difficile d'avoir des femmes. Il n'y a pas de femmes dans les collèges classiques pour jeunes hommes, ni dans l'armée. Hein. On devait donc choisir des pièces avec un nombre restreint de personnages féminins qui étaient alors joués par des hommes. Et donc, pendant la période de la Nouvelle-France, le travestissement au théâtre était accepté, alors que ce sera différent, on le verra au milieu du 19e siècle. Donc, pendant la période de la Nouvelle-France, il y a une pratique théâtrale soumise au contrôle du clergé, qui se fait principalement dans les collèges et dans les casernes, mais il n'y a pas de pièces, hein, qui sont écrites sur le territoire canadien, il n'y a pas de dramaturgie, hein, à tout le moins pas qui nous soit parvenue. Donc, peut-être que ça existait, mais il n'y en a pas qu'on a retrouvé dans les archives. Il faut donc attendre le lendemain de la conquête, hein, pour voir paraître la première pièce originale canadienne, en soit Colas et Collinette ou Le Bailli du P, comédie de la troupe de Joseph Quesnel, hein, donc écrite par Joseph Quesnel, donc qui est un Français qui est venu s'installer au Canada après la conquête, hein, et qui a fondé ici la troupe, hein, du théâtre de société. La pièce va être jouée après une représentation du Médecin malgré lui de Molière, hein, donc on voit que c'est pas tout Molière qui est condamnable aux yeux du clergé. Et donc la pièce, hein, prend la forme d'un court opéra comique, hein, ou d'une opérette, hein, qui reprend tout à fait le ton des pièces de Molière. Hein. Il est question de donc Colas ou Collinette ou Le Bailli du P. Hein, déjà on a un peu une idée. Il est question de mariage, de jeunes amoureux trompés, avec à la fin, hein, la duperie qui va être révélée. Comme conclusion de la pièce. Donc, ce début de la dramaturgie est révélateur, donc, de la situation au lendemain de la conquête, hein, alors qu'il y a une diminution du contrôle clérical. Les autorités religieuses, après la conquête, ont d'autres chats à fouetter, comme on dit. Hein, elles vont travailler plutôt à maintenir leur présence, leur légitimité au Canada sous le régime anglais, puis à réorganiser globalement la communauté. Donc, il y a une diminution du contrôle par les autorités ecclésiastiques. Et par ailleurs, il y a l'arrivée de troupes de théâtre anglophones qui va dynamiser le milieu théâtral. Et qui va aussi encourager donc le développement d'un théâtre francophone en parallèle au théâtre anglophone. Donc, dès 1765, on voit la création de troupes de théâtre amateurs, hein, qu'ils soient laïques ou catholiques. Mais donc, même si, hein, le contrôle du clergé s'est un peu relâché, donc au lendemain de la conquête, le répertoire demeure prudent, somme toute, hein, c'est-à-dire que les pièces jouées sont généralement morales et classiques et qu'on anticipe toujours, hein, la possibilité que le clergé intervienne de nouveau dans le milieu théâtral. C'est ce qui va arriver au 19e siècle, hein, alors que le clergé reprend et renforce son rôle dans les domaines de l'éducation et de la culture notamment. Et donc se réinstalle à nouveau le contrôle clérical dans le milieu du théâtre. Bon, au 19e siècle, une bonne part du théâtre qui se joue au Canada est encore le fait du théâtre de collège. Hein. Donc, de fait, le nombre de représentations, en fait, organisées par les collèges va augmenter proportionnellement à l'augmentation des représentations laïques par des groupes d'amateurs, hein, dont je vous parlerai par la suite. Donc, le clergé en arrive à un autre moyen de contrôle, au sens où il constate, hein, que peu importe ses interventions, il va se développer dans la population un intérêt pour le théâtre, hein, et ce sera comme ça tout au long du 19e siècle, ça cumule à la fin. Et donc, le clergé va plutôt chercher à encourager les gens à assister aux pièces organisées par les collèges, hein, plutôt que de fréquenter les théâtres qui sont dépeints comme des lieux de perdition. Donc, le théâtre de collège au 19e siècle
comme en Nouvelle-France, est contrôlé par le clergé. Les pièces qui sont mises en scène sont édifiantes et ont généralement une visée didactique, morale. Et donc, les représentations vont marquer tout au long de l'année scolaire les grands moments. On va présenter des pièces normalement donc à l'occasion de la fête du directeur du collège, lors de la remise des prix de fin d'année ou au moment de fêtes laïques et religieuses, comme je l'évoquais, notamment Pâques, Noël, mais aussi la Saint-Jean-Baptiste, par exemple. Une différence importante toutefois avec le théâtre de la Nouvelle-France, c'est que la contrainte concernant les personnages féminins va se raffermir avec la montée de l'ultramontanisme au milieu du 19e siècle. Et donc, le travestissement va être désormais interdit parce que jugé malsain. Et donc, tous les rôles féminins, par conséquent, seront interdits, ce qui va créer des absurdités, puisqu'on va jouer des pièces comme Antigone ou Athalie, donc des pièces dont la figure principale est féminine, mais qu'on va arranger pour cercle de jeunes gens. On trouve donc cette mention-là, arrangement pour cercle de jeunes gens, sur les textes de pièces qui étaient adaptés pour les collèges à l'époque. Donc le théâtre est d'ailleurs absent dans les couvents et les pensionnats pour jeunes filles, où on va plutôt privilégier la déclamation ou l'art lyrique, c'est-à-dire le chant ou l'opérette, mais sans jeu d'acteurs. Sur le plan du répertoire, donc on joue dans les collèges d'abord des textes classiques. Molière arrive toujours au premier rang des auteurs en classique, mais bon, pas avec Tartuffe, plutôt avec des pièces comme Le bourgeois gentilhomme, Le malade imaginaire ou Les fourberies de Scapin. Puis on va jouer des pièces morales, notamment des pièces de l'abbé Lebardin, aujourd'hui oubliées, probablement à raison, donc puisque c'était un auteur de pièces morales. Et enfin, on voit l'apparition au milieu du 19e siècle d'un répertoire proprement canadien, somme toute encore mince, mais qui commence à faire sa place. Donc, outre Colas et Collinette de Quesnel, qui est souvent reprise, 3 autres pièces vont être suffisamment jouées dans les collèges pour qu'on en vienne à les publier avant 1870. Donc, on les publie pour qu'elles puissent être diffusées, notamment dans d'autres collèges, par exemple. Donc, d'abord, la première de ces pièces qu'on retient encore aujourd'hui, c'est Le jeune Latour, que Antoine Gérin-Lajoie écrit alors qu'il est étudiant au collège de Nicolet, donc il a 18 ans, et il écrit cette pièce pour la pièce de fin d'année de lui et de sa classe. Donc, la pièce va avoir, somme toute, n'a pas de prétention au départ, mais elle va avoir un tel succès qu'on va en venir à la publier en brochure en 1844 et qu'elle va être reprise même par James Houston dans son répertoire national en 1848. Donc, c'est le début de la carrière d'Antoine Gérin-Lajoie. Le jeune Latour, c'est une tragédie en vers, donc tragédie en 3 actes, dont le sujet est inspiré d'un fait historique qui met en scène un jeune homme qui doit choisir entre le sort de sa patrie, donc l'Acadie à cette époque-là, l'Acadie française, et la volonté de son père, qui a épousé une Anglaise et qui veut que l'Acadie soit cédée à l'Angleterre. Et donc, on est ici tout à fait dans le canevas d'une tragédie cornélienne, donc dans le dilemme entre devoir filial et devoir patriotique. Donc, première pièce écrite pour le collège. La pièce du père Hospice Anthelme Véro, donc Stanislas de Costa, c'est aujourd'hui une pièce qui est plutôt passée à l'oubli, puisqu'il s'agit d'une forme de théâtre avec une mise en scène très dépouillée qui vise en fait à raconter la vie d'un saint, la vie ici du saint patron de la jeunesse, Stanislas de Costa. Mais si je la retiens, c'est que l'abbé Véro est aussi un autre de ses collègues du séminaire de Sainte-Thérèse, qui va devenir le collège Lionel-Groulx à Sainte-Thérèse. Donc l'abbé Véro et l'abbé Jean-Baptiste Proulx, donc tous deux du séminaire de Sainte-Thérèse, vont produire une importante quantité de pièces didactiques à l'usage des collèges. Et donc, ce type de théâtre aura une importance considérable dans la constitution d'une véritable dramaturgie canadienne-française. Et un autre phénomène qui va contribuer à cet accroissement du répertoire théâtral canadien-français,
c'est la pratique de l'adaptation de romans pour le théâtre. C'est le cas notamment des Anciens Canadiens de Philippe Aubert de Gaspé-Père. Donc, le roman paraît en 1861 et on va les pères Caisse et Laporte vont reprendre un épisode du roman, vont l'adapter en 1865 pour le collège sous le titre Archibald Cameron of Lochiel, un épisode de la guerre de 7 ans en Canada. Et donc, ce sera un phénomène courant comme ça de reprendre des romans et de les adapter pour le théâtre, et ça permettra d'augmenter la quantité de pièces canadiennes-françaises. Donc, que ce soit par l'adaptation de romans ou par l'écriture de pièces dédiées soit à leurs élèves, soit à leurs camarades de classe pour gérer la joie, les collèges vont donc être un important lieu de production de pièces de théâtre canadiennes-françaises au 19e siècle. Et ces lieux de production vont avoir bien sûr une influence aussi sur la forme que va prendre le théâtre, où les jeunes hommes vont dominer en tant que personnages, puisqu'on ne pouvait pas avoir de femmes sur scène. Donc, ce sont des pièces qui souvent ne mettent en scène que des hommes. Et donc, ça va aussi avoir une influence sur leur moralité, puisque si on adapte un roman, par exemple, on va donc modifier quelque peu le texte pour en expurger les passages immoraux. Donc, parallèlement au théâtre de collège, on va se développer aussi une scène de théâtre amateur, qu'on appelle aussi le théâtre de société, qui est le fait de troupes, souvent des troupes éphémères, ou de cercles dramatiques qui sont liés à des associations laïques ou professionnelles. Par exemple, le théâtre des familles, qui est associé à la Société Saint-Jean-Baptiste, ou les amateurs typographes, qui, comme son nom l'indique, donc va regrouper des typographes qui font du théâtre amateur, donc dans leur loisir. D'ailleurs, cette troupe est dirigée par Napoléon Aubin, que nous avons déjà croisé quelques fois depuis le début de la session, puisque c'est l'ami avec lequel Aubert de Gaspé fils a fait des mauvais coups, et qu'il est aussi le fondateur du journal Le Fantasque, dont on a étudié une étrenne du Petit Gazetier. Donc, ces troupes, pour revenir au théâtre amateur, ces troupes jouissent d'une relative tolérance de la part du clergé, puisque, d'une part, elles jouent généralement dans des salles paroissiales ou à l'hôtel de ville et non dans des théâtres. Donc, le lieu est important. Le théâtre, c'est vraiment le lieu de perdition. Donc, les salles paroissiales, les sous-sols d'église, l'hôtel de ville, ce sont des endroits plus neutres. Et d'autre part, ces troupes jouent souvent au profit d'œuvres de bienfaisance. Donc, il y a une tolérance de la part du clergé puisque ce sont pour les bonnes œuvres, comme on dit. De plus, ces troupes qui jouent pour le plaisir ne cherchent pas nécessairement à confronter le clergé et généralement vont choisir un répertoire moral qui est similaire au répertoire du théâtre de collège, à tout le moins pour les œuvres étrangères. Par contre, à l'exception de Colas et Collinette et du jeune Latour, qui reviennent assez fréquemment, le répertoire national, donc proprement canadien-français, est différent donc dans le théâtre amateur que dans le théâtre de collège. Puisque les dramaturges qui écrivent des pièces pour les troupes d'amateurs sont généralement des laïcs, comme dans le cas des deux exemples retenus ici, donc ceux de Pierre Petitclerc et ceux de Louis-Honoré Fréchette, donc qui sont ici des laïcs qui écrivent pour des pièces. Donc, je vais revenir plus en détail sur la pièce de Petitclerc dans la prochaine capsule, mais donc Petitclerc écrit sa pièce La Donation en 1842 pour la troupe de son ami Napoléon Aubin, donc pour les amateurs typographes, et elle va être jouée par les amateurs typographes au Théâtre de Société à Québec. En plus, c'est une pièce qui va être publiée par James Austin dans son journal L'Artisan, qui est aussi dans le répertoire national. Donc, Austin
Houston est un ami de Petitclerc, hein, comme Aubin, donc ces gens-là se connaissent et se fréquentent. Et c'est une pièce qui va aussi connaître un certain succès puisqu'elle va être reprise en 1851 et en 1858. Et donc Houston disait dans l'Artisan, commentait une représentation, ainsi, les explosions de rire qui à plusieurs reprises ont éclaté dans la salle sont une preuve de son succès et un encouragement pour l'auteur. Donc on verra que Petitclerc va poursuivre sa carrière de dramaturge, notamment avec une partie de campagne. Donc j'insiste ici, je vais juste souligner ici le fait que contrairement au théâtre amateur dont je viens de parler, qui se fait dans des salles communautaires ou des sous-sols d'église, la pièce ici de Petitclerc est jouée au théâtre de société à Québec, ce qui va lui conférer une certaine importance, qui va la rapprocher du théâtre professionnel. On peut dire la même chose d'ailleurs de la pièce Félix Poutré du jeune Louis Fréchette, qui a 23 ans au moment où il écrit sa pièce. Donc, on voit que ce sont des jeunes auteurs, des jeunes dramaturges qui émergent au milieu du 19e siècle. Donc, cette pièce est aussi jouée dans un théâtre à l'Académie de musique de Québec par une troupe, le Théâtre des familles, qui est associé à la Société Saint-Jean-Baptiste. Donc la pièce Félix Poutré, c'est une satire politique adaptée du récit autobiographique d'un patriote. Donc Fréchette fait dans le théâtre historique ici. Ce qui est intéressant avec Poutré, c'est que le Félix Poutré que Fréchette met en scène, c'est un patriote qui aurait trompé les autorités britanniques en se faisant passer pour fou au moment où il était incarcéré. Donc les autorités britanniques vont le libérer parce qu'il le pensait fou, et donc il aurait alors qu'il jouait le fou, et donc il aurait trompé les autorités britanniques, et c'est ce qui en fait un espèce de héros patriotique. Donc cette pièce patriotique va même devenir un véritable succès, va devenir un classique pour les troupes de théâtre d'amateurs de l'époque, et elle sera reprise remontée, rejouée à plusieurs reprises. Or, l'ironie de l'histoire, c'est qu'on va apprendre à la fin du siècle que dans les faits, Félix Poutré était un espion à la solde des autorités britanniques. Et donc, la folie était un subterfuge prévu par les Britanniques pour pouvoir le libérer et ne pas le garder prisonnier. Et donc aujourd'hui, la pièce est peut-être moins jouée parce qu'elle rappelle une vérité historique qui s'est avérée être un mensonge. Donc après le théâtre de collège, le théâtre amateur, un autre phénomène important pour comprendre le développement de la scène théâtrale au Québec au 19e siècle, c'est l'arrivée des troupes étrangères professionnelles, donc arrivée qui est favorisée par la conjoncture à la fois économique et démographique. Donc en effet, entre 1836 et 1858, la population du Québec double. Et donc, cette importante augmentation de population va aussi se traduire par une croissance de la classe moyenne. Donc, classe moyenne composée d'une petite bourgeoisie, donc majoritairement bourgeoisie de Canadiens français qui ont reçu une bonne éducation dans les collèges classiques, qui exercent des professions libérales, c'est-à-dire qui sont médecins, notaires ou avocats par exemple, ou qui sont des ouvriers, somme toute spécialisés. Il s'agit donc d'individus qui ont été souvent initiés au théâtre par le collège, qui ont un revenu qui leur permet de fréquenter les théâtres et qui recherchent aussi des occasions de distinction sociale, de sortir dans le monde. Et donc non seulement ça va dynamiser la scène canadienne, mais cette masse critique, ce nouveau public va aussi être perçu comme quelque chose d'intéressant pour les troupes étrangères. Et donc Montréal va, à partir du milieu du siècle, et davantage à la fin du siècle, on le verra, va être incluse dans les circuits de tournées professionnelles en Amérique. Donc, qui faisait, vous savez, la carte un peu le tour des Grands Lacs, ou à peu près, donc, et l'État de New York, du Maine, cette région-là, l'Est, le nord-est des États-Unis. Et donc, on va inclure dans cette tournée-là, en Amérique du Nord, Montréal, Québec, voire Trois-Rivières parfois.
Et donc, ce sont des tournées soit de troupes américaines qui vont jouer soit en français, soit en anglais, ou même, on va le voir, des troupes françaises qui venaient faire des séries de représentations en Amérique et qui vont donc maintenant s'arrêter à Montréal. Or, cette arrivée de troupes de théâtre étrangères et professionnelles va provoquer, bien entendu, une réaction négative du clergé ultramontain, d'autant que, si on se replace chronologiquement, on est au milieu du 19e siècle, exactement à l'époque des démêlés de Monseigneur Bourget avec l'Institut canadien de Montréal, ce dont je vous ai parlé il y a 2 semaines. Donc, par exemple, le 21 juillet 1859, en réaction à une pièce jouée à Montréal par le Théâtre français de New York, Monseigneur Bourget va ordonner à son clergé de promulguer lors de leur sermon, je cite, des avis sévères contre l'opéra, le théâtre, le cirque et autres divertissements profanes qui sont aujourd'hui pour nos villes et nos campagnes un vrai sujet de scandale. Et il ajoute, là, j'aime beaucoup cette citation, donc qui montre bien la rhétorique ultramontaine de l'époque. Ces désordres sont d'ailleurs d'autant plus à regretter qu'ils pourraient bien nous attirer le terrible châtiment d'une mauvaise récolte et ruiner ainsi toutes les espérances que nous formons d'une bonne moisson à la vue de nos riantes campagnes. Car Dieu sait toujours trouver des fléaux dans les trésors de sa colère lorsque nous lassons sa longue patience. On peut donc comprendre aussi que devant la menace que représentent ces troupes étrangères et professionnelles, qui se soucient peu, somme toute, de la moralité des pièces, donc devant cette menace-là, le clergé, on comprend qu'il tolère le théâtre amateur canadien-français et même qu'il va encourager le théâtre de collège à visée didactique et édifiante. Donc, c'est l'état des lieux au 19e siècle. Malgré ça, on va voir, le clergé n'échappera pas à la professionnalisation du théâtre aussi au Canada, et c'est ce qui va arriver vers la fin du siècle. La période du tournant du siècle va contribuer à l'effervescence de la scène théâtrale montréalaise par l'industrialisation et par une forme de libération des mœurs qui correspond à l'esprit fin de siècle dont j'ai parlé la semaine dernière avec l'École littéraire de Montréal. Donc d'abord, l'industrialisation va en effet permettre l'expansion du réseau ferroviaire et ainsi faciliter, voire multiplier les tournées des troupes étrangères au Canada. Par ailleurs, l'arrivée de l'électricité va réduire de beaucoup le risque d'incendie dans les théâtres, ce qui va d'ailleurs rendre caduque l'argument du clergé qui disait qu'il était dangereux d'aller au théâtre, dangereux physiquement à cause des incendies, mais il poursuivait la métaphore du feu en disant que c'était aussi dangereux pour l'âme, concevant les incendies comme un signe du diable qui emportait les âmes des pécheurs. Donc, plus d'éclairage à la chandelle, beaucoup moins d'incendies grâce à l'électricité. Donc, ça va aussi permettre au théâtre de connaître une augmentation de sa fréquentation à la fin du siècle. Et enfin, la fascination pour la science, la technologie et le spectaculaire au tournant du siècle va amener le développement d'un théâtre de variété qui nous vient particulièrement des États-Unis, qui prend la forme de spectacles de magie ou spectacles de phénomènes étranges comme les freak shows ou ce qu'on appelle les cabarets de curiosité. Et donc ça aussi, ça va entraîner une certaine popularité d'une forme de théâtre qui est peut-être plus populaire. Donc à la fois l'industrialisation, l'électricité, l'intérêt pour la science, tout ça va permettre aussi le développement d'une mécanique scénique plus élaborée qui va donc élargir l'art de la mise en scène et va pouvoir permettre des pièces à plus grand déploiement. Bref, il y a vraiment un monde de possibilités qui s'ouvre au théâtre à cette époque et ça va se traduire aussi par une hausse marquée de la popularité du théâtre à la fin du 19e siècle. Donc à ces éléments contextuels, il faut ajouter deux événements qui ont lieu en 1880 et qui vont marquer un tournant dans l'histoire du théâtre québécois. Mais avant, je dois préciser que avant 1880, la plupart des pièces jouées à Montréal sont le fait de troupes
troupes anglophones, et ce, même pour le répertoire français. Donc, les pièces d'Alexandre Dumas, par exemple, vont être jouées en anglais. Les salles de spectacle appartiennent aussi majoritairement à des anglophones et sont fréquentées tant par la bourgeoisie anglophone que francophone, qui est généralement bilingue. Il n'y a donc pas de troupes professionnelles canadiennes-françaises avant 1880, mais donc, comme je le disais, deux événements vont donner une impulsion à la création de ces troupes professionnelles. D'abord, la création de la pièce, des pièces Papineau et Le Retour de l'exilé de Louis Fréchette, qui vont jouer en alternance à l'Académie de musique de Montréal. Donc, on l'a déjà vu en 1862, la pièce Félix Poutré de Fréchette avait déjà connu un succès important qui l'avait fait se démarquer du simple théâtre amateur. Bon, c'est encore plus vrai ici avec ces deux nouvelles pièces, alors que, entre-temps, Fréchette est devenue une figure importante de la littérature nationale canadienne-française. Donc, ces deux pièces, Papineau et Le Retour de l'exilé, vont reprendre donc le motif de la biographie d'un patriote, donc motif qui avait fait le succès de Félix Poutré. Et donc, les deux pièces seront montées, comme je le disais, en alternance à l'Académie de musique de Montréal, qui est à l'époque le plus vaste théâtre du Canada. Et elles seront l'objet donc d'une mise en scène, particulièrement la pièce Papineau, sera l'objet d'une mise en scène à grand déploiement avec toutes les dernières innovations techniques de l'époque, donc dignes du théâtre qui se faisait à l'époque à Broadway. Donc, par exemple, la production compte une dizaine d'acteurs, une trentaine de figurants. La mise en scène abonde d'effets spectaculaires, donc dans la perspective d'un réalisme scénique, mais il s'agit de mettre en scène notamment des batailles. Alors, il y a des décors, il y a des costumes, il y a des effets sonores et visuels, il y a jusqu'à des effets d'odorat. Donc, on a l'odeur de la poudre à canon ou de la poudre de mousquet au moment où il y a des salves de mousquet ou des coups de canon dans la pièce. Donc, ces deux pièces vont être des grands succès, comme le révèle un article du Canada musical. Papineau et l'exilé de Fréchette ont été joués tous les soirs depuis le 24 à la salle de musique avec un succès extraordinaire et devant des salles combles. Donc, du 24 au 1er juillet. Donc, on a toute une semaine comme ça où les pièces vont alterner et ils vont ensuite être joués aussi à Québec. Et donc, cette pièce, qui est un grand succès, va révéler le talent local, le talent à la fois du dramaturge Louis Fréchette, qui était déjà connu, mais aussi le talent des artisans qui œuvrent au décor et tout, et le talent des comédiens. C'est notamment le début de la carrière du comédien Elzéar Hamel qui va connaître la célébrité par la suite. Donc, ce premier révélement qui se passe en 1880 montre bien que le théâtre n'est plus simplement une affaire d'amateurs, même si le cercle Jacques Cartier qui monte les deux pièces, c'est une troupe d'amateurs, mais donc ce sont des amateurs qui se prennent au sérieux et qui ont les moyens de leurs ambitions, et donc ça va faire prendre conscience au milieu culturel de l'époque qu'on peut rivaliser avec les productions étrangères. Et donc, l'autre événement marquant de l'année 1880, qui va révéler cette fois l'existence d'un public capable de braver notamment les imprécations du clergé pour voir du théâtre, c'est le passage de la grande comédienne française Sarah Bernard à Montréal en décembre 1880. Donc, non seulement Sarah Bernard est accueillie en triomphe à la gare Windsor, au cri de « Vive la France », mais donc les 4 représentations qu'elle va faire à Montréal font salle comble aux grandes dames du clergé, parce que les pièces qu'elle joue sont considérées plutôt immorale, que ce soit Hernani de Hugo ou La Dame aux Camélias de Alexandre Dumas fils, qui met en scène le personnage de prostituée. Et donc, le clergé va trouver ça scandaleux, mais d'autant plus scandaleux que la tournée a lieu exactement pendant le temps des fêtes et que notamment les 2 pièces que je viens de mentionner sont jouées le 25 décembre et qu'elles font salle comble. Il y a des gens qui se déplacent. Elles sont peut-être plus populaires que les rites catholiques associés à Noël notamment.
Donc, bref, on a la preuve ici qu'il faut faire la distinction entre le discours et les pratiques. Si on se fiait uniquement au discours sur le théâtre, quand on s'intéresse au 19e siècle notamment, on aurait l'impression d'une censure et d'une véritable condamnation mur à mur par le clergé ultramontain. C'est certainement le cas dans le discours de cette tranche de la population canadienne-française, mais quand on observe la pratique, on se rend compte que finalement ce discours du clergé n'atteignait pas l'ensemble de la population, ne nuisait pas à la popularité du théâtre, et même on se rend compte qu'à la fin du siècle, il y a véritablement une émergence d'une modernité culturelle, tant au théâtre, comme on vient de le voir, que dans la poésie, comme on l'a vu avec Néligan au dernier cours. Je vais donc conclure cette capsule en vous fournissant ici quelques exemples de troupes professionnelles qui se sont formées à partir de 1880 au Canada et qui donc, comme vous le voyez, sans que je les nomme une après l'autre, qui pour la plupart sont désormais attachées à un théâtre. Donc la compagnie franco-canadienne va jouer au théâtre français. Donc ce sont des partenariats entre une troupe et un théâtre. Ça permet pour ces troupes-là, donc qui sont des troupes professionnelles, donc ça leur permet une certaine stabilité et la mise en place d'une véritable programmation organisée en saison théâtrale. Donc c'est une fréquence de présentation des pièces qu'on n'avait pas avec le théâtre amateur qui jouait de temps en temps quand il y avait des fêtes ou quand il y avait des besoins pour une œuvre de charité, par exemple. Je vous fournis aussi deux séries de chiffres qui vont permettre de faire peut-être un bilan de cette fin de siècle. D'abord, donc on note que de 1880 à 1895, le nombre de pièces jouées en français à Montréal est passé de 5% à 15%. Donc c'est une augmentation considérable, mais il reste que la majorité des pièces jouées sont en anglais. Donc les théâtres anglophones ayant l'avantage d'être fréquentés à la fois par les anglophones et par la bourgeoisie francophone qui maîtrise la langue de Shakespeare. Par ailleurs, parmi les pièces qui sont jouées, la grande majorité sont d'origine étrangère. Encore à la fin du siècle, entre 1890 et 1900, donc majoritairement anglo-américaine, avec tout ce théâtre burlesque associé, donc ces freak shows qui entrent dans la catégorie théâtre principalement, donc anglo-américaine mais aussi française, alors que les pièces canadiennes-françaises représentent moins de 1% des pièces jouées à Montréal à la fin du siècle. Donc les proportions sont probablement un peu différentes si on essaie de se rapporter en 1857 quand Pierre Petitclerc écrit une partie de campagne, puisque à l'époque Montréal n'est pas encore inclus dans le circuit des tournées américaines, donc il y a probablement plus de pièces françaises que de pièces anglo-américaines. Mais ça donne quand même une idée de la rareté des dramaturges à l'époque. Et ça me donne aussi une idée de la situation linguistique au Canada français, à Montréal particulièrement ou au Québec. Donc, situation dominée, du moins dans les classes pour le milieu de la culture montréalais, dominé par l'anglais. Donc, ça donne une idée de cette situation linguistique dont traite en partie la pièce, une partie de campagne dont il sera question dans la prochaine capsule.